toutes et à tous, bienvenue à cette journée SIAMS+. Le SIAMS, le salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques, est heureux de vous recevoir à cette journée de diffusion en ligne. Depuis plusieurs semaines, une trentaine d'exposants se sont réunis virtuellement et ont travaillé à la mise en place de 5 sessions abordant différents thèmes. Et vous en trouverez d'ailleurs le détail et le déroulement sur le site internet www.siams.ch. En ce qui concerne cette session, nous aborderons le thème de l'usinage et ses défis actuels. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 4 intervenants qui connaissent très bien ces contraintes. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la session précédente, je rappelle un petit peu le format. Chaque intervenant présentera un thème qui lui est cher pendant 4 minutes. Nous aurons ensuite l'occasion de débattre de certaines actualités, de certains défis de l'usinage autour d'une table ronde. Et puis la session se terminera ensuite par des salles virtuelles privatives lors desquelles vous pourrez discuter ou vous entretenir avec l'un ou l'autre des intervenants. Alors n'hésitez pas à poser vos questions ou vos commentaires durant la session. Nous essayerons d'en extraire quelques-unes et déposer, notamment durant la table ronde. Alors pour commencer, j'aimerais présenter les intervenants qui sont autour de moi. Tout d'abord, Monsieur Roland Gutnert, directeur chez Souvema. Roland Gutnert est ingénieur en mécanique de formation. Il possède une expérience impressionnante dans l'usinage puisqu'il est actif depuis plus de 40 ans dans la machine-outil. Après avoir œuvré chez Aciera, puis Schaublin, il dirigea Almac à la Chaux-de-Fonds, puis prit les rênes de Souvema en 2014. Souvema SA a été fondé en 1974, pionnier de la CNC avec l'introduction des machines Okuma sur le marché en Suisse. C'est devenu un acteur incontournable dans le décolletage depuis 1992 avec les machines Citizen. J'ai également à mes côtés Monsieur Olivier Flukiger, directeur commercial chez Ifanger. Olivier Flukiger est ingénieur mécanicien de formation. Il possède 34 ans d'expérience technico-commerciale dans la fonderie sous pression automobile, les tubes de précision et les outils de coupe. Ifanger est quant à elle une entreprise familiale et plus que centenaire. Entreprise leader dans le développement de la production d'outils d'enlèvement de copeaux, Ifanger se focalise particulièrement sur le tournage et le molletage de petites pièces. Puis j'ai également Monsieur Loïc Yerli, conseiller technique chez Louis Bellet. Loïc Yerli est titulaire d'un CFC de polymécanicien et d'un diplôme de technicien ES en productique et exploitation. Il a travaillé pendant 11 ans dans la mécanique de précision, exclusivement dans le domaine de l'usinage, et ses compétences en enlèvement de copeaux lui permettent donc de conseiller au mieux les demandes de clients de l'entreprise. Louis Bellet est une entreprise familiale de 140 employés, 6 dans le Jura. Louis Bellet conçoit, développe et produit des outils de coupe de haute précision. La 3e génération, actuellement à la tête de l'entreprise, la développe sur le long terme et la diversifie. Issue de l'horlogerie, l'entreprise est désormais reconnue dans les domaines médical, micromécanique, automobile et aéronautique. Et finalement, j'ai Monsieur Éric Chaillet avec moi, responsable R&D chez Dixie Polytool. Éric Chaillet est spécialiste de la mise au point d'outils et responsable du laboratoire d'essai. Il est actif dans le développement et la fabrication d'outils coupants depuis plus de 30 ans pour la société Dixie Polytool. Dixie Polytool crée des outils de coupe de précision en carbure monobloc ou en diamant, également des outils de forme et alésoirs de précision. Elle est installée au Locle depuis 1946. La société peut également s'appuyer sur une équipe solide de 250 collaborateurs pour satisfaire de nombreux secteurs comme l'horlogerie, le médical, l'aéronautique, l'automobile ou encore le secteur de l'usinage des matières plastiques. Quant à moi, je m'appelle Frédéric Loiseau, je travaille au CSEM, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique, et aujourd'hui je serai le modérateur de cette session. Nous pouvons maintenant commencer les présentations. Je passe donc la parole à Monsieur Loïc Yerli de Louis Bellet. Merci beaucoup, Monsieur Loiseau. Bonjour à tous. Grâce à SIAMS+, nous abordons aujourd'hui le sujet des nouvelles contraintes d'usinage. Je vais me focaliser aujourd'hui sur les nouvelles matières, l'arrivée des nouvelles matières, qui est un réel challenge chez nos clients. Des composites, en passant par les aciers sans nickel, les laietons sans plomb ou encore les céramiques,
les nouvelles matières arrivent à grandes enjambées dans nos industries. Pour y répondre, Louis Bellet a mis l'accent, il y a maintenant plusieurs années, sur les outils dits experts, c'est-à-dire un outil dédié à une matière. C'est au niveau de la recherche et développement que nous avons fait un grand bond en avant ces derniers temps. Je vous explique pourquoi. Auparavant, nous pensions un outil. Il fallait le fabriquer, l'essayer, avoir une bonne analyse des résultats et ensuite savoir quels détails géométriques changer pour améliorer les performances de cet outil. C'est beaucoup trop long, parce que ces opérations pouvaient se reproduire plusieurs fois, c'est beaucoup trop long et beaucoup trop empirique. Aujourd'hui, grâce à un logiciel de calcul par élément fini, nous arrivons à caractériser les matières et ensuite à lancer plusieurs calculs géométriques, et ce en même temps. On peut du coup lancer beaucoup de calculs par élément fini de plusieurs géométries différentes et ensuite sortir des données qui nous permettront justement de modifier précisément ce que nous voulons sur les outils. Ensuite, nous fabriquons les outils et les essayons pour valider des résultats. Louis Bellet est donc devenu très réactif en développement. Pour preuve, nous avons fabriqué des outils destinés au laiton sans plomb, qui sont nos microforets 375 et notre microfraise 1820. Ces deux outils ont été développés pour améliorer les bavures dans le laiton sans plomb. Le 375, donc notre forêt, pour améliorer les bavures en entrée de trous et en sortie de trous, pour améliorer l'état de surface et surtout pour réussir à briser les copeaux filants du laiton sans plomb. Notre fraise 1820, elle a été créée pour faire de très bons états de surface, aussi bien en flanc qu'en fond de pièces. Vous pouvez la voir à l'action à l'écran et cette fraise permet aussi en termes d'usinage d'avoir très peu de bavures en sortie d'îlot. Aujourd'hui, ces outils solutionnent des problèmes chez nos clients puisque ce sont des best-sellers chez Louis Bellet. Dans les gammes experts, nous retrouvons aussi d'autres outils pour les composites, pour les aluminiums, pour les titanes, pour les inox. Ce sont vraiment des outils qui ont été développés pour des matières bien spécifiques. Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit moi-même ou mes collègues Hubert et Fabrice, si des matières vous rendent la vie dure. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Yerrier, pour cette présentation. J'ai peut-être juste une première question pour vous. Ces nouveaux matériaux, on se rend compte qu'il y a des outils nécessaires qui sont développés. Est-ce qu'il y a aussi des réflexes, des nouveaux réflexes que l'on doit avoir lorsqu'on va usiner ces nouveaux matériaux? Alors, le nouveau réflexe, c'est déjà d'essayer l'outil existant et ensuite essayer d'analyser au mieux les résultats d'usinage. Est-ce que c'est de l'usure prématurée? Est-ce que c'est de la casse-outil? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui arrivent en production? Est-ce que c'est des durées de vie amoindries? Et puis ensuite, par rapport à ça, nous vous conseillerons, par rapport à nos expériences, on a de la chance d'avoir bon nombre de clients actifs dans différents domaines et d'avoir de ce fait énormément de problèmes d'usinage. Et de ce fait, si vous avez une première analyse qui est déjà très bonne, nous pourrons intervenir pour améliorer l'outil en question. Donc finalement, si je vous comprends bien, quand vous vendez ces outils-là, il y a aussi toute une expertise qui vient avec. Vous ne vendez pas seulement l'outil, vous proposez également d'aider vos clients avec vos connaissances. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que vendre un outil,
tout le monde peut le faire dans le monde entier, depuis n'importe où. Notre force aujourd'hui, c'est de pouvoir aider le client, c'est-à-dire de lui offrir des outils très performants. On est obligé de les avoir. Et puis d'avoir le service, le conseil qui va avec pour que le client ait une solution clé en main, si on peut le dire. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je passe maintenant la parole à Monsieur Olivier Fluckiguer de la société eFanger. Merci. Le molletage. Je vais vous parler du molletage par déformation. On va se focaliser là-dessus. On pourrait croire que rien ne change dans ces procédés-là. Comme la plupart de nos collègues, on est confronté à des attentes qui sont liées aux réductions de coûts, aux pressions sur le personnel, les cycles, etc. Et du coup, le temps qu'on pouvait avoir à disposition il y a longtemps n'est plus là. Donc, on doit aussi, dans le molletage, se renouveler, chercher et avancer. Le molletage, sur un plan historique, ça a été développé par des potiers. Donc ça fait longtemps que ça existe. Puis assez vite, dès le moment où des mécanos ont commencé à usiner du métal, on s'est rendu compte que c'était une solution très élégante et très rapide pour faire un profil, pour amener un profil qui permettait soit de faire quelque chose de grippage, du serrage, qui permettait la préhension facile des pièces. Des jolies pièces, comme celles qu'on voit là, en laiton, se mollettent depuis longtemps. Mais le molletage reste un procédé de déformation à froid qu'on maîtrise finalement plus ou moins bien. Quand vous faites une correction de 3 centièmes sur une fraise, sur une fraiseuse, la machine va faire 3 centièmes, le client sera content. Vous faites ça avec une mollette, il y a quelque chose qui se passe, mais pas forcément les 3 centièmes. Pourquoi? La mollette est entraînée, c'est-à-dire qu'elle est passive. C'est la pièce en rotation qui l'entraîne. On travaille avec l'avance, la profondeur et de passe, et puis on peut charioter comme on voit là-dessus. Maintenant, je vous montre un peu en détail ce qui se passe vraiment. La matière ne se déforme pas comme de l'eau. On a une ligne de soudure qui se cause là et qui pose quand même un certain nombre de difficultés. Quand la matière a été déformée, on le voit bien là, c'est la même photo qu'au tout début avec les pièces en laiton. On voit qu'on a une ligne de soudure, on voit qu'on a des marques linéaires, donc de frottement. On voit aussi qu'à gauche ou à l'extrême droite, la dent est bien formée, mais pas tout à fait au milieu, parce que la matière fait ce qu'elle veut, elle va là où elle peut, et puis elle ne se laisse pas volontiers déformer. Donc, l'appui que eFanger propose, c'est lorsque vous avez ceci, en particulier l'image de gauche, on puisse vous conseiller en termes de vitesse, de mollette ou de traitement de surface sur les molettes pour améliorer les choses et arriver dans cette direction-là. Donc les dernières années ont vu un développement très important au niveau du traitement de surface de ces molettes. Ici, c'est donc une pièce automobile pour lequel le client changeait une molette par équipe toutes les 1500 pièces. Avec la même molette, mais simplement le traitement de surface qu'on a rajouté là-dessus, qu'on appelle un DVA, on a déjà actuellement passé à 4500 pièces, ce qui fait qu'il change déjà pratiquement plus qu'une fois par jour. Et puis, surtout, la denture sur la pièce reste constante beaucoup plus longtemps. Ces traitements ne sont pas adaptés pour toutes les matières. Ici, on est dans des inox à taux de carbone relativement élevé, qui font que les couches peuvent poser problème et du coup nécessitent en fait des adaptations. Si le revêtement ne suffit pas, on fait aussi des molettes avec des formes particulières qui permettent d'engager la molette plus facilement. On peut la retourner, donc on peut aussi avoir des très très bons résultats avec ça. Et ici, pour finir, vous voyez en gros, de manière simplifiée, les traitements possibles, les revêtements possibles qu'on peut offrir qui dépendent des différentes matières et de la manière de travailler. Nous restons évidemment à votre disposition pour tout renseignement si
des questions se posent par rapport au molletage. Et voilà, c'était une bonne journée. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être une rapide question. Quelles sont les limites du molletage? Vous avez parlé de différents matériaux, mais est-ce qu'il y a des dimensions dans lesquelles on ne peut pas aller en dessous ou en dessus? Les limites, elles sont plutôt de l'ordre, c'est pas tellement une histoire de dimension, c'est une histoire de précision. Vouloir faire une denture, vouloir remplacer une roue dentée par un molletage est fortement déconseillé, parce qu'une fois sur deux, ça ne va pas fonctionner, et puis si ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas la fois d'après. On est dans de la déformation à froid, et les limites sont données par le métal. Donc on a des pièces très fines. Nous, en standard, on offre des molettes à partir de pas de 0,3, mais on produit aussi des molettes à 0,1, voire un peu plus bas, qui sont donc des pas très fins. Et suivant les matières, ça marche bien ou pas. Donc c'est plus une histoire d'adéquation entre les dimensions de la pièce, la taille de la molette, le pas, et puis ce que le client attend du molletage, le client final s'entend. Oui, très bien. Et vous avez parlé de poterie tout à l'heure. Donc on se rend compte que finalement le molletage c'est un art un petit peu ancestral. Comment est-ce que l'on fait pour mettre cet art ancestral, pour l'intégrer dans les outils très modernes d'aujourd'hui? On travaille. Non, on a évidemment aujourd'hui des possibilités, d'abord des connaissances technologiques et métallurgiques qui n'ont plus rien à voir avec l'époque de la poterie, c'est la première chose. Et puis pas mal d'expérience aussi. Et puis surtout, on a des moyens aujourd'hui de travail, de préparation des outils qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on savait faire il y a encore 50 ou 60 ans. Donc Préopinot fait des fraises qu'on utilise aussi pour nos outils. On travaille sur des CNC haut de gamme. Voilà, on utilise des moyens de production très modernes. Et ce qu'on fait aussi après, c'est pour les productions de masse, on propose des outils qui sont fixes, c'est-à-dire vous n'avez pas de réglage. Vous arrivez directement, vous sortez, vous avez besoin de changer les molettes, vous changez le porte-outil directement avec des systèmes de changement rapide. On y est aussi, c'est ça. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Monsieur Éric Chaillet de la société Dixi Polytool. Bonjour à tous, merci Monsieur Loiseau pour cette introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le concept Dixicool Plus. Alors peut-être que la régie peut passer sur la présentation PowerPoint. Voilà, merci. Donc Dixicool Plus, c'est une idée novatrice permettant d'usiner plus efficacement que les systèmes actuels. Le lubrifiant accède par l'arrière de l'outil pour ensuite être canalisé et atteindre la zone d'usinage au bon endroit et au bon moment. Le concept permet de fraiser 2 à 3 fois plus vite les matériaux à usinabilité difficile tels que les aciers inoxydables, les titanes, les chromes cobalt ou encore les alliages réfractaires. Quelles sont les fonctions principales des lubrifiants? Il s'agit principalement de refroidir la zone de coupe et d'évacuer les copeaux. C'est ce que nous avons voulu montrer avec cette petite simulation. L'utilisation des lubrifiants limite la température dans la zone de coupe et donc l'usure des arêtes tranchantes. Avec l'arrosage externe, utilisé par la majorité des ateliers d'usinage, on lubrifie la zone de coupe, mais de manière limitée et surtout irrégulière. Avec l'arrosage interne, à travers la broche et le système Cool Plus, on dispose d'un arrosage intégré qui oriente et accélère le fluide de coupe de manière particulièrement efficace et productive. En fraisage, il existe quelques solutions d'arrosage périphérique, que ce soit à travers les pinces de serrage ou encore à travers les corps d'outils. Nous avons voulu aller encore plus loin en créant un concept unique, différent,
pour un arrosage plus précis, plus rapide et surtout plus abondant. Quelles sont les particularités de ce concept? L'idée, c'est d'amener un maximum de lubrifiant à travers des trous droits dans le corps de l'outil. Le lubrifiant est ensuite orienté et accéléré au plus près de la zone de coupe. En fait, nous avons réutilisé un principe simple et connu, basé sur l'équation de continuité ou un des aspects de l'effet Venturi. Lorsque je réduis la section d'un canal avec un fluide, j'accélère la vitesse de sortie de ce fluide parce qu'un fluide ou un gaz est incompressible. Voilà, pour pouvoir fabriquer nos prototypes, mesurer les performances de nos outils, nous disposons d'une équipe de 5 techniciens et ingénieurs, ainsi que d'un laboratoire complet bien équipé. Par exemple, nous pouvons mesurer les efforts de coupe sur les axes des machines à l'aide d'une table dynamométrique. Nous avons testé les efforts sur les axes X et Y de la machine avec une fraise de diamètre 1. Si on utilise l'arrosage externe, par rapport au concept d'Xicool+, on réduit les forces de moitié. On a donc une diminution des contraintes et des forces de coupe. Et cela apporte des résultats et avantages exceptionnels. En fait, l'usinage est nettement plus stable. Pour cette raison, on peut augmenter les profondeurs et largeurs de passe, les avances par dent, les vitesses de coupe et obtenir des débits de copeaux par unité de temps absolument exceptionnels. Nous proposons dès à présent des fraises à 2 et 3 dents avec ce principe d'Xicool+, avec et sans revêtement. Vous pouvez consulter notre site internet pour des informations plus détaillées concernant ces produits et les conditions de coupe à utiliser. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Chaillet, pour cette présentation. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que ce concept d'Xicool+, est-ce qu'il s'intègre sur n'importe quel outil? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'en réalité, j'ai amené ici des échantillons de dimensions nettement supérieures. En réalité, on a un principe, on a un arrosage qui arrive par l'arrière de l'outil, comme je l'ai dit, qui sort à cette partie-là, et la partie active pourra être une fraise à 2 dents, une fraise à 3 dents, une fraise à fileter, un alésoir pour trous débouchant. Il y a tout un tas d'outils et de produits qui vont pouvoir utiliser ce principe. Alors, on a commencé par les fraises à 2 et 3 dents parce que c'est une demande, je dirais, relativement conséquente. C'est une des plus grosses parts du marché, à mon sens, dans les matériaux coriaces. Donc on a commencé par ce principe, mais dès la fin de l'année, il y aura d'autres familles qui viennent s'additionner, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à Monsieur Roland Gutnert de la société Souvema. Bonjour à tous. Pour terminer le sujet donc, des nouvelles contraintes d'usinage, voyons comment évoluent les décolleteuses CNC dans ce contexte. Comme ça a été dit à l'introduction par M. Loiseau, Souvema possède vraiment une large expérience de l'usinage à commande numérique par la commercialisation de machines à commande numérique depuis de longues années. Mais au fil des années, c'est cependant le développement des process d'usinage transformant la machine CNC en un outil de production autonome qui est vraiment notre marque de fabrique. Avec l'intégration des décolleteuses Citizen en 1992, nous sommes fortement orientés dans le domaine mécanique de précision, décolletage et micromécanique. Nos 60 collaborateurs sont pour 2/3 d'orientation technique et pour garantir le maintien du savoir-faire, nous formons nos propres apprentis automaticiens. Donc, sans compter nos conseillers et ingénieurs de vente, 2/3 de notre personnel sont d'orientation technique, principalement les constructeurs mécaniques, ingénieurs hard et soft, techniciens et monteurs internes et tout ce qui concerne les mises en train et montages externes. Nos compétences se résument donc essentiellement dans la
personnalisation des machines et périphériques pour nos domaines d'activité que j'ai cités tout à l'heure. Nous réalisons des équipements de production clés en main, machines, périphériques et process, répondant vraiment aux exigences les plus élevées en termes de précision, d'état de surface et de productivité. Productivité veut dire production autonome sans surveillance. Dans tous les cas, y compris avec des matériaux créant des longs copeaux, par exemple. Et ça nous amène directement dans le sujet du jour, qui est cette technologie LFV. En ayant une vue de nos halles de montage, on voit que les machines sont équipées et personnalisées individuellement à la demande du client. Et dans beaucoup de cas, nous préparons et optimisons le process d'usinage. Nos décolleteuses Citizen, équipées et personnalisées, destinées donc, de par leur précision, fiabilité et tenue de côte, c'est vraiment destiné à la production sans surveillance. Cependant, pour qu'une production autonome puisse s'effectuer sans surveillance, il est impératif de maîtriser le problème des copeaux. C'est là qu'intervient la technologie LFV, ou en bon français ou franglais, le Low Frequency Vibration. La technologie LFV consiste en une oscillation de la rotation de broche synchronisée avec une oscillation de l'avance de l'outil. Par cette variation de l'avance et de la vitesse de broche, l'outil va entrer dans la matière de manière irrégulière. Il en résulte une surface ondulée si on projette maintenant cette surface ondulée, on trouve en fait une forme sinusoïdale. C'est la fin de la première coupe avec cet effet oscillatoire. Et lorsque vient la deuxième passe, ensuite, on va couper. On va voir sur le développement maintenant. Voilà, maintenant arrive la suite de l'avance. On est dans la matière pleine. L'outil, avec cette vibration ou cette oscillation d'avance, va sortir de la prise en matière pour re-rentrer dans la matière, mais de manière complètement aléatoire et irrégulière, ce qui nous provoque automatiquement un copeau, une rupture de copeau. L'avance est programmée de manière absolument standard, et c'est uniquement par une fonction G qu'on va activer ce mode d'usinage par oscillation, et jusqu'au terme, disons, de l'avance qui est prévue, avant la dernière passe, il va stopper automatiquement cette avance pour créer à la fin l'arrêt avec une surface plane, normale, comme si on avait fait l'avance normale. Donc, en résumé, la technologie d'usinage LFV de Citizen, c'est une technologie brevetée qui est en fait une technologie de brise-copeaux en utilisant des outils tout à fait classiques. Ça s'applique vraiment à tous les matériaux créant des copeaux longs, que ce soit alu, titane, cubé ou écobrasse et toutes les matières synthétiques. Ça nécessite sur les machines un logiciel PLC et des asservissements spécifiques, et c'est disponible maintenant sur toutes les nouvelles gammes de machines Citizen. Mais plutôt que de donner une grosse théorie
Voyons un exemple sur notre machine avec un comparatif réel avec l'usinage LFV et exactement le même programme, la même pièce, sans avoir activé cette fonction d'usinage LFV. Et là, vous pouvez vous convaincre par vous-même de l'efficacité de ce mode. Ce mode d'usinage, il est applicable à toutes les opérations de tournage, que ce soit tournage extérieur ou intérieur, sur la broche principale, broche de reprise, que ce soit pour faire des gorges, le façage ou le tronçonnage. Voilà. Ça se passe de commentaires. Voilà, je reste à votre disposition naturellement pour des Merci questions, beaucoup pour traiter le sujet de manière plus approfondie. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai peut-être une question rapide. Cette technologie, donc le LFV, Low Frequency Vibration, est-ce que c'est une technologie qui peut être rétrofitable sur des machines existantes? Non, comme je l'ai juste mentionné aussi dans le résumé, ça nécessite des asservissements et un PLC spécifique. Donc, c'est disponible que sur les nouvelles gammes de machines. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, on a fait le tour avec les présentations de nos différents intervenants. Je vous propose maintenant de commencer la table ronde sur la problématique d'aujourd'hui, donc l'usinage et ses nouvelles contraintes. On a entendu plusieurs de nos intervenants parler des nouveaux matériaux. Alors, quand on est chef d'atelier, quand on est chef d'entreprise, qu'on a envie d'accueillir un nouveau matériau en notre sein, qu'on a envie de maîtriser un nouveau matériau, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour qualifier un matériau dont on n'a jamais eu l'habitude d'usiner auparavant? Monsieur Yerli, peut-être, pour commencer? Je pense qu'il faut bien sûr revoir toutes les opérations d'usinage chez nos clients. Ça peut être aussi bien de l'usinage que de la déformation. On en a parlé avec la société Ifanger. Pour notre part, en ce qui concerne l'usinage, comme je vous l'ai dit auparavant, je pense que c'est très très important déjà de faire un état des lieux sur les possibilités d'usinage que nous avons, les outils coupants actuels dans une société, les machines actuelles, les autres systèmes bien sûr qui sont à disposition, et de voir la compatibilité. C'est souvent une histoire de compatibilité. Et puis, bien sûr, c'est pour ça que Louis Bellet a fait le pas des outils experts. Je pense que le bon outil pour la bonne matière va solutionner tous les problèmes chez nos clients par rapport justement à l'accueil de ces nouvelles matières. Mais c'est facile à dire à cette table. Comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est un gros challenge pour nos clients parce que c'est fastidieux. Et d'ailleurs, j'ai parcouru votre site internet et je me suis rendu compte que vous avez des webinaires que vous donnez plusieurs fois par mois, je crois, pour vraiment... plusieurs fois par mois ou... Ouais, c'est un peu plus espacé parce qu'il faut laisser le temps à nos clients d'assimiler et surtout de respirer. Je dirais qu'on en fait une fois tous les 2 mois. Et puis on essaie de traiter des sujets très techniques. Et bien sûr, on parle de ces nouveaux matériaux. Merci. Monsieur Fluquillère. Alors, évidemment, on propose aussi de travailler par comparaison, mais en particulier pour le moltage, ce qui est important aussi, c'est de savoir l'attente. Qu'est-ce que la pièce doit faire?
la pièce terminée. Et ça va définir beaucoup de choses. Après, effectivement, on teste, on regarde, on adapte un peu les vitesses, les lubrifiants, et puis on cherche. On tâtonne un peu, et puis c'est vrai qu'on a quand même une certaine expérience maintenant. Il y a des familles de produits, des familles de matières qu'on peut, au niveau du moltage, qu'on peut mettre ensemble, et puis qui réagissent, voilà, des copeaux courts, copeaux longs. Copeaux longs, nous on aime bien, c'est plus simple à déformer que copeaux courts. Copeaux courts, ça vous fait beaucoup de cisaillement, donc ça fait des états de surface qui ne sont pas terribles. Si vous prenez un laiton ou plomb, il est magnifique à usiner, un moltage, ça va. Voilà, donc on n'a pas tout à fait la même problématique, mais c'est la même approche. D'accord. Et chez Ifanger, est-ce qu'il y a eu des matériaux qui, il y a 10 ans, vous faisaient peur et qui maintenant, avec le moltage, c'est sans problème? On regarde l'expérience et puis ce qui se faisait déjà dans les années 40-50 chez Ifanger, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui fait peur, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais disons qu'il y avait des matériaux qu'on respectait et puis qui sont devenus un petit peu plus courants. Alors on produit aussi beaucoup d'outils de coupe, pas uniquement des molettes. Là, aujourd'hui, on n'a parlé que de la déformation à froid des molettes. Si vous travaillez de l'usinage intérieur, tout ce qui était titane et autres, évidemment, on a exactement les mêmes problèmes que tout le monde à ce niveau-là. Et probablement des solutions finalement assez proches. Mais non, on n'a pas peur des matières. Après, il y a des choses où effectivement on repose la question au client en disant mais est-ce que le moltage est vraiment le procédé adéquat pour le produit fini? C'est là que ça se passe en général. Très bien. Et chez Dixie Polytool, comment ça se passe, l'arrivée de nouveaux matériaux? Est-ce que justement le développement de ce concept, le Cool Plus, est-ce que ça vient de l'arrivée de ces nouveaux matériaux? Je dirais qu'il y a plusieurs réponses. Et je dirais qu'il faut commencer par catégoriser. Dans les nouveaux matériaux, à mes yeux, soit ils sont proches de ce qui est existant, donc c'est les caractéristiques mécaniques, le type de copeaux, comme mes collègues en ont parlé, qui vont faire qu'on va produire un outil coupant avec un matériau coupant donné. Si on revient là au Dixie Cool Plus et à l'arrosage intégré, à mon sens, c'est pour garantir l'usinage sans surveillance. Comme il a été expliqué en tournage ici, si vous avez des copeaux qui s'enroulent sur votre broche de machine, votre opérateur doit arrêter la machine. Lorsqu'on a un arrosage par le centre et qu'on évacue les copeaux, on a beaucoup moins de problèmes de ce genre et donc l'usinage sans surveillance est directement concerné. Et pour les pays comme la Suisse et tous les pays à fort coût de main-d'œuvre, c'est extrêmement important. L'usinage de demain sur des grosses séries, il se fera comme ça dans nos pays industrialisés. C'est la raison pour laquelle on a développé ce Dixie Cool Plus. Maintenant, si je reviens aux nouveaux matériaux, si c'est un matériau sandwich, si c'est un matériau qui n'a jamais été usiné, quelquefois on a des questions assez étonnantes. On a d'ailleurs récemment posé la question de l'usinage de l'osmium. C'est encore plus rare que le palladium. Alors évidemment, on n'a aucune notion. Donc soit on est capable d'en avoir et d'essayer, soit on fournit des outils et ensuite on se met à disposition. Et j'ai la chance de diriger une petite équipe et d'avoir une direction d'entreprise qui a mis les moyens pour fabriquer des prototypes, c'est-à-dire on a la machine pour faire les protos, et différentes machines pour pouvoir les tester. Et chez Souvema, dans le décolletage, est-ce que c'est aussi la même approche quand on vient avec un nouveau matériau? Ou est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Alors les nouveaux matériaux, en fait, ils sont imposés à nos clients. De plus en plus. De plus en plus, il est nécessaire de fabriquer les pièces en laiton sans plomb. De plus en plus, il est nécessaire de fabriquer tous les composants qu'eux fabriquent sont la matière finale. La matière, elle est imposée par des normes que ce soit de sécurité ou liées à la santé. Donc là, on n'y coupe pas. Donc, à nous de développer des process qui permettent aux clients, comme l'a dit très justement M. Chaillet, à travailler de manière productive. C'est-à-dire, il faut absolument qu'ils puissent travailler dans des équipes de nuit sans surveillance. Et il faut qu'il y ait la sécurité que la machine puisse continuer. Et si on a des paquets de copeaux qui s'accumulent,
c'est juste impossible de travailler en mode automatique. Hein. Et c'est vraiment une des principales contraintes. Disons, c'est toute l'évolution de l'environnement machine qui va non seulement de la surveillance à distance, ce qu'on a entendu tout à l'heure avec l'industrie 4.0 et tout, mais il faut qu'on puisse garantir dans une fabrication autonome, automatisée, que la machine ait les conditions externes qui lui permettent de travailler sans interruption. Très bien. Et est-ce que j'ai une question d'ailleurs d'un internaute à ce sujet au niveau de l'utilisation des nouvelles matières, nouveaux matériaux. Est-ce que les simulations multiphysiques, on en a vu quelques-unes, est-ce qu'elles sont utilisées avec succès pour tester ces nouveaux matériaux, ou est-ce qu'il y a encore certaines limitations qui font que voilà, on va tester directement avec les outils sans passer par la simulation? Je vais prendre la parole à ce sujet. Alors, pour notre part, ça a été un grand changement. Au départ, bien sûr, on est quasiment tous issus chez Louis Bellet, donc au niveau conseil technique ou R&D, on est tous issus des métiers techniques. On se méfie de ces logiciels, finalement, qui sont censés nous dire la vérité. Et puis, bien sûr, vous pensez que si on a investi dans un logiciel comme celui-là, c'est finalement qu'on a été bluffé par la similitude entre la réalité et le calcul par élément fini. Donc, bien entendu, je pense que c'est indissociable. Aujourd'hui, nous devons nous appuyer sur le savoir, sur les technologies. Et derrière, bien sûr, il y a les validations. Il y a les validations de ce qu'on calcule finalement qui sont effectuées dans la réalité. Comme le disait Monsieur Chaillet, chez Louis Bellet, nous avons aussi de quoi fabriquer des outils en prototype et puis derrière, de quoi les essayer. C'est très très important d'avoir cette indépendance parce qu'à travers les clients, c'est très fastidieux, c'est très long et puis on ne peut pas se permettre de compter entre guillemets sur nos clients pour avoir tous les résultats escomptés. On doit leur apporter déjà une solution avant qu'eux testent pour simplement valider le résultat annoncé. Est-ce que l'un de vous a d'autres expériences par rapport aux simulations multiphysiques, bonnes ou mauvaises, hein? Pour nous, bien sûr c'est intéressant, mais bien sûr aussi c'est limité. Pourquoi? Parce que c'est souvent basé sur des choses existantes. Ils ont basé leur logiciel et leur raisonnement sur des raisonnements existants. Donc le raisonnement qui n'existe encore pas, il n'est pas dedans. Donc pour les matériaux qui sont très proches ou relativement proches de ce qui est existant, on va agir d'une manière commune à la plupart des sociétés dans l'usinage et dans l'outillage. Pour d'autres, il faudra être collaboratif. Il n'y aura pas d'autre choix. Oui. Donc là, les découvertes, elles partent de l'expérience des uns et des autres et on va mettre au point une solution ensemble. Une solution par rapport à ce qui est existant. Voilà. Ah oui, ça fait du sens. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. On a eu deux présentations de deux exemples d'usinage, de possibilités d'usinage sans surveillance. On a aussi parlé tout à l'heure d'industrie 4.0. Pour moi, le fait de pouvoir usiner sans surveillance, on entre un petit peu dans ce concept d'industrie 4.0. Est-ce qu'il y a d'autres exemples très concrets qui pourraient rentrer dans ce concept d'industrie 4.0 que vous aurez mis en place avec succès pour vos partenaires, pour vos clients? Chez Souvema, par exemple? Alors, outre le problème d'usinage pur, donc là, on va aussi dans l'anticipation des dérives de code, des corrections automatiques, ensuite la maintenance à distance ou la prévisionnabilité de maintenance sur les machines. Voire on va sur la réalité augmentée. Maintenant, on est au tout début pour pouvoir assister notre client avec la réalité augmentée sur les machines.
Chez Louis Bellet, par exemple, vous avez des exemples qui pourraient rentrer dans le concept d'industrie 4.0 ? Je pense que si on parle de production non surveillée, sans surveillance, je pense que c'est le développement main dans la main avec nos clients de durée de vie d'outils. Et là, on a énormément investi ces dernières années dans les dernières technologies. Je pense notamment à de la préparation d'arêtes. Je pense aux revêtements, aux derniers vêtements de couches très minces. Et on arrive à avoir, avec grande répétition, des durées de vie grandement accrues, parfois par 10, sur un outil existant depuis des années chez un client médical qui avait 300 minutes de durée de vie. En travaillant main dans la main avec le client, avec nos savoir-faire, avec les dernières technologies, on arrive à passer 3000 minutes sur un process stable et répété. Donc voilà, c'est vraiment au niveau technologique qu'on a vraiment pu imposer, on va dire, nos outils par leur qualité. Et c'est aussi la même approche qui a été faite chez Hifhanger, de développer ces couches, ces revêtements pour augmenter la durée de vie des outillages. Oui, et surtout la stabilité du process. Alors, c'est sûr que molletage, si on reste sur cette production-là, ça pose un certain nombre de questions par rapport à 4.0, etc., les mesures, les corrections automatiques. Mais ce qui est demandé, vraiment, c'est des stabilités. C'est-à-dire que le client dit, si j'ai 6000 pièces, ça me va, mais je veux toujours 6000. Je ne veux pas une fois 6000, une fois 12. Et c'est là-dessus qu'on est parti, c'est là qu'on travaille maintenant depuis bien quelques années. Et l'exemple flagrant, donc cette pièce-là, où on a un facteur x3 à peu près, on a fait d'autres essais chez le même client, dans de l'ETG100, donc c'est un acier qui n'est pas extraordinaire, mais enfin qui est quand même quelque chose d'assez coriace. Et on a attendu sur les résultats, simplement parce que la molette tournait. Ils ont fait 200 000 pièces. Personne n'attendait ça. Alors c'est un record. Probablement qu'il y a une configuration qui fait que ça a marché, mais c'est x5 par rapport à la même molette non traitée. Et le gars nous a dit, c'est bien, moi je vise du coup 150 000, on y va comme ça marche. C'est des exemples comme ça. Alors là, évidemment, au niveau stabilité de process, il faut que le reste joue, parce que au niveau de la machine, au niveau des vibrations, de l'arrosage, sinon ça ne marche pas. Et il y a des possibilités, effectivement. On atteint des choses aujourd'hui qui sont étonnantes. Voilà. Et quand on parle d'industrie 4.0, il y a un autre concept qui émerge depuis plusieurs années, c'est l'impression 3D. Donc là, on parle vraiment d'usinage, mais depuis quelques années, on a l'impression 3D qui arrive. En tout cas, on nous dit qu'elle arrive, qu'elle va révolutionner des domaines. Elle l'a déjà faite dans certains domaines. Est-ce que vous pensez que ça va se faire dans l'usinage de précision? Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire ou au contraire, est-ce que vous voyez de nouvelles possibilités avec cette technologie? J'aurais deux réponses. La première, c'est pour la fabrication des outils de coupe eux-mêmes. Donc là, on est au balbutiement de ce qui peut se construire à l'aide de cette technologie pour les carbures de tungstène. Et un des gros problèmes, c'est l'homogénéité. Donc on suit ces projets-là de très près, mais ce n'est pas pour tout de suite. Dans un deuxième temps, il y a un autre aspect, c'est notre clientèle, c'est-à-dire elle va usiner des pièces qui sont très proches, quelquefois ne seront pas usinées tout simplement, ou alors très proches de l'usinage final, ce qui voudrait dire que les opérations d'ébauche seront moins importantes que par le passé. Donc c'est un des problèmes pour les fabricants d'outils, puisque forcément il n'y aura pas d'ébauche, ou peu d'ébauche. Mais on est quand même là aussi au balbutiement et sur certaines pièces. L'industrie automobile, c'est encore pas demain matin qu'elle va fabriquer ses blocs moteurs en impression 3D. J'exagère un peu, mais c'est cela. Donc il y aura des parties du métier qui vont être impactées, notamment l'opération d'usinage. Personnellement, je ne pense pas que pour l'opération de finition, je parle dans le domaine de la précision qu'on a ici sur l'arc jurassien, il y aura beaucoup d'impact, pour la simple et bonne raison qu'on est toujours en train de parler de microns, on est rarement dans le centième. Voilà. Et chez Hifhanger, vous avez eu des... Oui, nous c'est plus dans les porte-outils. Oui. Alors, on ne va pas faire des molettes ou des outils de coupe
en impression 3D pour les mêmes raisons. Mais par contre, dans les porte-outils, pour amener la lubrification là où elle doit être, là, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Tout à fait. Chez Louis Belay, l'impression 3D? Je pense qu'elle ne concerne pas aujourd'hui la fabrication de nos outils. Certes, des clients impriment déjà en 3D certaines de leurs pièces. Comme l'a dit M. Chaillet, des opérations d'ébauche sont maintenant évitées. Mais il y a encore une grande part de finition. D'autres possibilités d'usinage qui arrivent aussi. Les outils aussi, eux, évoluent et permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans avec un outil de coupe. Du coup, je dirais que c'est l'évolution, on va dire, normale comme elle doit être. Il y a des clients qui maintenant ne fraissent plus les entrecornes sur des boîtes, ils les meulent. On a perdu des marchés à cause de ces entrecornes meulés, mais on a gagné d'autres marchés par rapport à l'évolution des outils de coupe. Alors aujourd'hui, dans nos dimensions, avec nos précisions, on ne parle pas encore d'impression 3D d'outils de coupe. Demain, peut-être, effectivement, mais actuellement, je pense qu'on a fort à faire sur l'évolution justement de ces outils de coupe. Il reste 5 minutes environ donc on arrive à la fin de cette table ronde. J'ai peut-être une dernière question pour chacun d'entre vous. Si on se projette un petit peu dans l'avenir, quels sont les gros défis ou le gros défi que vous voyez, auquel vous allez, ou vous êtes sûrement déjà attelé aujourd'hui, d'ici dans ces 5 prochaines années? Quel est le plus gros défi, Monsieur Yerli? Il y en a plusieurs en parallèle. Je pense que c'est déjà les substrats d'outils. Donc on parle beaucoup de métal dur aujourd'hui. Les céramiques arrivent à grandes enjambées aussi dans les outils de coupe. Tout ce qui est lié au PCD et aux géométries, on va dire, particulières qu'on peut lui amener. Voilà, c'est beaucoup ces substrats d'outils de coupe et bien sûr les arrosages, on en a parlé aujourd'hui, les arrosages au centre des outils qui vont prendre une part importante dans le marché de l'outil de coupe. Monsieur Fluquillère, pour vous? Alors, chez nous, c'est effectivement la pression que vous avez sur la productivité du système. Vous avez un atelier, vous produisez, les temps d'arrêt machine, etc. sont de plus en plus pointus. Et là, on développe des solutions maintenant de changement rapide ou d'outils sur mesure. On fait énormément de porte-outils sur mesure pour des machines spéciales, etc., pour pouvoir faciliter la vie des opérateurs, pour gagner du temps sur les réglages. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Monsieur Chaillet, plus gros défi. À travers ce projet d'Xicool Plus, qui maintenant est plus que démarré, j'ai choisi quelques exemples à vous présenter. Alors je ne sais pas si c'est lisible à l'écran, mais je vais quand même essayer de le faire. C'est un client qui est à environ 15 km d'ici, qui exécute des rainures et qui a envoyé un mail à notre technico-commercial en expliquant qu'il fait toujours autant de pièces avec la nouvelle fraise Cool Plus, mais qu'il les fait 3 fois plus vite. C'est ça, c'est le gain de productivité. J'ai d'autres exemples, des gens qui faisaient 1000 pièces en 105 heures, ils les font en 80 heures. Donc ils ont gagné 20 heures pour usiner d'autres pièces. Je pense que la vitesse, la productivité, de toutes les manières possibles et imaginables, est intéressante. Et qu'en plus de tout cela, on a un petit impact sur le côté écologie, puisqu'on consomme moins d'énergie, puisqu'on produit plus vite. Donc on va dans le bon sens par rapport à tous les travaux qui sont en cours en ce moment. Ah, c'est super intéressant. Voilà. Et chez Souvema, Monsieur Gutnert, quel est le plus gros défi qui vous attend ces prochaines années? Le plus gros défi, c'est certainement la finalisation de l'usine connectée. Ça, c'est clair que ça, c'est un élément qui est déjà en marche, mais qui va se développer sur des années encore. Et qu'est-ce qu'on entend par l'usine connectée? C'est que vraiment la machine devient
un élément avec de l'intelligence active. Donc, c'est elle qui va commander à quel moment elle a besoin qu'il y ait une intervention qui se fasse. C'est elle qui va se corriger toute seule si elle a une dérive. C'est elle qui va s'occuper toute seule, sans intervention humaine. Donc ça, c'est sûr que ça, c'est le défi sur lequel tout le monde travaille. Mais en même temps, avec l'arrivée d'Industrie 4.0, un élément très important, c'est l'économie d'énergie. En utilisant des motorisations de la dernière génération ou future, avec des moteurs à fréquence, à chaque fois qu'un équipement n'est pas utilisé, on va descendre en consommation. Et là, on a déjà maintenant des économies en consommation d'énergie qui sont considérables. Et ça, il faut encore le développer dans les 5 années à venir, ça c'est sûr. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette table ronde dédiée aux nouvelles contraintes de l'usinage. Au nom de SIAMS, je remercie vivement les entreprises ici présentes et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter leurs interventions. Avant que vous ne rejoigniez vos salons privatifs pour leur poser des questions un petit peu plus dédiées, je cède la parole à M. Pierre-Yves Koller pour le mot de la fin. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors effectivement, aussi au nom de SIAMS, je tiens à vous remercier, chers internautes qui nous suivez en ligne depuis ce matin, mais également remercier toutes les entreprises qui ont travaillé ensemble depuis plusieurs semaines, activement, à faire de cette journée vraiment une journée à valeur ajoutée pour les internautes. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir organisé cette... voilà, le slide ne tourne pas. Ah voilà. Parce que quand même, si je voulais vous remercier, il fallait quand même qu'il y ait une slide de remerciement. Donc, en plus de cela, je tiens aussi à remercier les personnes de la technique qui sont là, mes collègues, mes collaborateurs qui nous ont aidés à mettre tout ceci en place. Donc ça n'a pas l'air comme ça, c'est juste une diffusion d'1 heure sur Internet, mais ça a demandé beaucoup d'investissement de beaucoup de monde. Également le modérateur qui a dû vraiment régler les temps pour que tout se passe bien. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup. J'affiche à l'écran les coordonnées des personnes qui ont parlé. Donc, comme l'a dit M. Loiseau, vous aurez la possibilité de les rejoindre dans des sessions privatives de discussion, mais vous pouvez également les contacter par téléphone ou par Internet dans les prochains jours si vous aviez envie d'aller plus loin dans ce qui a été démontré. Et la journée continue. Nous avons assisté à 2 sessions. 3 sont encore à venir. Automatisation robotique, efficacité de vos processus, aide à l'innovation. Donc ces 3 sessions sont à venir en début d'après-midi. Je vous invite vraiment à les suivre si les thèmes vous intéressent, puisque finalement ce sera également de la valeur ajoutée. Je vous passe une petite publicité et pendant la page de pub, nos intervenants vont se déplacer vers les différentes rooms, qu'ils puissent vous contacter directement. Donc en termes de pub, 2 choses importantes à vous dire. La première, si vous recherchez des informations sur le domaine de la microtechnique, n'hésitez pas à aller sur le portail d'info de SIAMS toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des informations sont disponibles, elles sont publiées par plus de 200 entreprises exposantes à SIAMS. Donc là, vous avez vraiment une mine d'or d'informations dans la microtechnique. Et dernier élément publicitaire, le SIAMS, le prochain SIAMS, le SIAMS en vrai, le vrai SIAMS réel aura lieu du 5 au 8 avril 2022. 450 exposants ont déjà confirmé leur participation. Donc, sauf catastrophe nucléaire ou de virus, le SIAMS 2022 est déjà un succès. Réservez les dates, donc du 5 au 8 avril. Je vous remercie vraiment de noter ces dates, puisque finalement, ce sera une très belle fête, une très belle célébration de la microtechnique.